La Gécamine, qui renaît de ses cendres avec éclat, vient de produire une cathode de cuivre de 99,98% de pureté. Au-delà de ce miracle économique, cette entreprise citoyenne est en train de résoudre aussi avec brio les problèmes sociaux de son personnel, notamment dans les domaines de la santé. Plus de détails à ce sujet dans cette émission. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie ainsi que le secrétaire général au ministère du Développement rural viennent de signer une convention de subvention pour la mise en place d'un système d'approvisionnement d'eau potable dans les villes de Kananga et de Mbujimaï, et ce, dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État. Le Fonds de promotion de l'industrie vient de recourir ainsi à l'expertise du Service national de l'hydraulique rurale pour l'exécution de ces travaux. Installez-vous confortablement pour suivre votre magazine Fiscalité et Développement dans une présentation de Didi Mavambou Nombolo Pepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Il est appelé hier Gécamine Joe Baba, Joe Mama, ce qui signifie Gécamine c'est papa, Gécamine c'est maman. Aujourd'hui, la société est en train de reprendre petit à petit son appellation d'antan, car l'outil de travail a été renouvelé et la production relancée, une conséquence logique. En même temps, un accent particulier est mis sur le social des travailleurs. Nous sommes donc à la Gécamine. Voici le reportage de notre envoyé spécial Ruben Mayoni-Tiaki-Yunga sur les actions sociales de la Gécamine à Likasi et Lubumbashi, particulièrement ce qui concerne le secteur de la santé. Si la générale des carrés et des mines, Gécamine, était connue hier pour ses meilleures écoles, ce qui n'a pas changé du tout, il n'en est pas moins aujourd'hui. L'entreprise est toujours comptée parmi ces sociétés minières citoyennes qui font du social son cheval de bataille. Écoles, centres de santé, hôpitaux et cliniques, rien n'est laissé au hasard. La Gécamine dispose des infrastructures sanitaires de haute facture à la mesure de sa cathode de cuivre produite avec une teneur de 99,98%. D'abord à l'hôpital des Pandas à Likasi, malgré le sinistre qu'a connu l'hôpital, particulièrement la maternité, aujourd'hui, ce n'est qu'un loin souvenir compte tenu de la réhabilitation de cette dernière. Cette maternité a été sinistrée le 11 mois de novembre 2010. Et pendant presque 7 ans, 8 ans, elle est restée inoccupée parce que tout était parti en fumée. Effectivement. Nous l'avons réhabilitée et ça fait pratiquement 6 mois que nous sommes dans la nouvelle maternité réhabilitée et équipée et modernisée. Et nous avons créé un bloc opératoire qui n'existait pas ici, et un même bloc opératoire. Toutes les césariennes peuvent se faire maintenant ici au niveau de la maternité. Dans toutes les formations médicales, on y retrouve toutes les spécialités médicales. Médecine interne, maternité, dentisterie, cancérologie, ophtalmologie, cardiologie, imagerie médicale, échographie, scanner et même démodialyse. Bref, aucun service n'est oublié. À l'hôpital du Sud, à Lubumbashi, où nous sommes passés, c'est plus qu'extraordinaire. Les services sont bien organisés, du matériel pimpant neuf à la hauteur d'une Gécamine digne de son nom. Au nom de tous les agents et médecins qui travaillent à l'hôpital, le médecin directeur, Dr Ilunga, a remercié la délégation générale dirigée par le directeur général Jacques Kamenga et le conseil d'administration chapeauté par le président Albert Yuma Molimbi, qui ont une vision tout à fait particulière dans leur mandat. Je tiens à remercier la délégation générale d'avoir pensé non seulement aux investissements miniers, mais aussi aux infrastructures médicales de la société qui sont éparpillées sur tout l'interland minier. Vous allez à Likasi, à Kolwezi, ainsi de suite. Nous avons des équipements pimpants neufs. Et ce qui est extraordinaire, il a eu le temps d'envoyer les agents, les utilisateurs en formation auprès des fabricants
pour qu'il manipule correctement ces infrastructures. Nous prions que Dieu le protège, qu'il puisse continuer, parce que maintenant il est au niveau de la kiné. Derrière, on est en train d'arranger et on va continuer petit à petit. S'il est encore là, ça nous fera du bien parce qu'il va continuer avec son projet du côté médical. J'ai une vingtaine d'années à la Gécamine. Bientôt, je peux aller en retraite. Mais jamais je n'ai vu le PDG qui se sont précédés faire ce genre de travail. Ça, c'est ça impressionnant. Pour la Gécamine, c'est d'abord le patient qui compte, a souligné le docteur Francis Moutachi Kapend, directeur des actions sociales à la Gécamine. Non seulement que les équipements sont de bonne qualité, mais aussi le personnel est qualifié, recyclé de temps en temps pour un bon rendement et toujours à la pointe de la technologie. La Gécamine reste la Gécamine. La Gécamine, d'abord, c'est le patient qui compte, le bien-être du patient. Quand il arrive, le patient est pris en charge dans toute sa totalité. Le reste, nous allons maintenant voir s'il est agent Gécamine, s'il est tiers payant ou s'il est abonné. Alors, la facturation de toutes ces catégories viennent après que les services soient d'abord pris en charge très rapidement et que le malade se sente déjà soulagé avant qu'on puisse penser à la facturation. Parce que c'est ça même qu'il faut pour la communauté. Parce que si quelqu'un vient, il n'a pas d'argent, ça veut dire que vous n'allez pas le recevoir. Ça ne se fait pas. Alors vous allez remarquer que la plupart des malades, après avoir tourné dans tous les hôpitaux de la province ici, s'il n'a plus rien, on vient les larguer à la Gécamine. Parce que nous avons aussi une vocation sociale. On le reçoit, on va voir, il est de quelle catégorie, est-ce qu'il est Gécamine? Ok, s'il n'est pas Gécamine, il y a une facturation qui va suivre, mais après que nous ayons donné d'abord le soin de sauver d'abord la vie de la personne. Les difficultés, c'est le budget que la Gécamine investit. Ça a un coût. Tout ce que nous faisons ici, ça a un coût. Nous allons donner des soins comme il faudrait, des soins de qualité. Mais après, si la personne doit payer, bon, on doit faire beaucoup de gymnastique. Ça peut être même des sociétés abonnées. Des fois, ils nous payent avec un très grand retard, ce qui nous met un peu en difficulté pour le réapprovisionnement. Mais nous faisons un effort pour que les choses soient vraiment à un standing. Des informations confirmées par le directeur général de la Gécamine lors du point de presse tenu à Likassi à l'issue de la visite de presse organisée à cet effet. La Gécamine est parmi les rares sociétés qui aujourd'hui a réhabilité l'hôpital du Sud à Lubumbashi. Nous avons acquis l'unité de dialyse. Aujourd'hui, les cliniques de Lubumbashi sont débordées de monde. Il n'y a pas de place. L'hôpital du Sud est débordé de monde parce que nous avons acquis des équipements sophistiqués. On a modernisé nos hôpitaux. C'est ça l'image de la Gécamine maintenant. C'est ça l'image. On n'a pas négligé le social. Les écoles, la Gécamine a toujours aujourd'hui les meilleures écoles de ex-Grand Katanga. Les lauréats de l'année passée, 96%, c'était à l'Institut Mutoshi. Avec 96%, c'était à l'école technique de Mutoshi, c'est la Gécamine. Nous avons toujours des lauréats à Oustaoui ici, vous-même vous connaissez ici. Nous sommes les meilleures écoles. La Gécamine aujourd'hui a 42 000 élèves. La Gécamine a 110 écoles. La Gécamine a 900 salles de classe. Donc nous restons toujours au top. Tout cela prouve à suffisance que la Générale des Carrières et des Mines est en train de renaître de ses cendres sur tous les plans pour reprendre sa position historique de société minière nationale, œuvrant pour le bien-être non seulement des travailleurs, mais aussi et surtout de toute la population congolaise. Après 10 jours d'intenses travaux au centre Bethany de la Gombe à Kinshasa, soit du 3 au 12 avril 2019, la DGRAD et les services d'assiette se sont dit satisfaits du déroulement des travaux de l'examen et validation de l'arrêté interministériel relatif à la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central. Philo Cholebapé et Fanfan Makitou demain nous en disent plus dans ce reportage. Durant 10 jours, soit du 3 au 12 avril 2019, la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD et le service d'assiette ont travaillé sur les projets d'arrêté interministériel fixant la clé des répartitions de la prime des rétrocessions.
À l'issue de ces travaux, les deux parties ont discuté noir sur blanc de la liquidation conforme à l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central. Ces assises se sont déroulées dans un climat de sérénité, a déclaré le directeur de la DGRAD, Edmond Sadiki Mungwande. Les travaux se passent dans de bonnes dispositions, dans la sérénité. Et nous sommes en train de mettre en place un système qui soit viable, c'est-à-dire qui n'énerve pas les susceptibilités, aussi bien du trésor public que des assujettis. Parce qu'il faut reconnaître que nous, DGRAD particulièrement, nous avons également le rôle pédagogique à jouer envers les assujettis. Une fois entré en application, le service d'assiette va améliorer la collecte des recettes pour donner à l'État les moyens de sa politique. Une fois en application, ça ne fera que nous réjouir dans une certaine mesure, partiellement, parce que certains actes, nous avons pu constater que certains de nos actes n'ont pas été pris en compte, ce qui est dans l'ordonnance en gestation. On a élagué par exemple le contrôle sanitaire au niveau des postes frontières. Il y a beaucoup d'éléments qui contiennent cet acte-là, qui n'ont pas été pris en compte. Mais toutefois, nous pensons que lors de la prochaine révision de la loi, cet acte-là seront pris en compte. C'est aussi une occasion de recenser les actes qui relèvent de ce secteur-là, tous ces actes-là puissent se retrouver dans les arrêtés interministériels, dans notre arrêté, puisque nous parlons de pétentique, mais encore que cet arrêté doit refléter la loi sectorielle. Le résultat de ces travaux seront transmis au ministre des Finances pour élaboration et la signature de l'arrêté en la matière. Et puis dans l'est de la République, précisément à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, la population a manifesté il y a de cela quelques jours contre l'entreprise de télécommunications RTL. Les Bukaviens reprochent à cette firme de vendre ses crédits et mégas à des prix exorbitants comparativement à la tarification constatée chez le voisin rwandais où le coût serait très abordable. Les explications de notre correspondant à Bukavu, Bertin Ilyoshin. Des membres du mouvement citoyen Lutte pour les changements assiègent à Bukavu depuis un certain temps les sièges des entreprises de télécommunications. À cet effet, les manifestants comptent dénoncer la qualité défectueuse et les prix exorbitants présumés des services de téléphonie mobile. 1. Le coût exorbitant de forfait Internet, appels et SMS. 8 minutes et 5 mégabytes pour 50 unités par exemple, c'est extrêmement trop cher. Comparativement aux tarifs antérieurs et à la tarification des maisons dans les pays étrangers comme le Rwanda ou l'Ouganda. 2. Double paiement lors d'une transaction financière par Airtel Money. Depuis un moment, lorsqu'on envoie l'argent à un proche via une cabine Airtel Money, on est obligé de payer le frais d'envoi et celui qui reçoit la somme paiera en plus le frais de retrait. De la mauvaise qualité de connexion Airtel en particulier, que ce soit pour les appels, pire encore pour la connexion Internet, Airtel est extrêmement mauvaise, voire inexistante surtout aux heures vespérales. De la surfacturation, la facturation à la minute, cela fait que même lorsqu'on a un forfait d'1 minute, on ne peut malheureusement communiquer pendant 60 secondes, comme cela devait être le cas. La tentative pour nous assurer de la version des faits des entreprises incriminées n'a pas trouvé de suite favorable. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI vient encore de concrétiser la promesse faite lors de la présentation du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La réhabilitation et extension de l'Institut Mukengeli de Lemba est devenue une réalité. La pose de la première pierre
du lancement des travaux de ce projet a été faite le mercredi 10 avril 2019 par le ministre de l'Industrie, Marcel Ilunga-Leou, en présence du ministre à intérim de l'EPSP. Patience, vous me dites Yabokole, Fanfama Kitudoma. Voici l'image de l'Institut Mokengeli, en état de délabrement très avancé. Voici ce qu'elle sera demain. Chantier. Cette pose de la première pierre marque un pas de plus dans l'engagement pris par le Fonds de promotion de l'industrie au programme de son premier jour du président de la République. Financé à hauteur de 1,8 million de dollars américains, ce projet de réhabilitation et extension du complexe de l'Institut Mokengeli de Lemba est l'un des 13 projets que devra exécuter le FPI pour soutenir le plan d'action de Félix Antoine Tshisekedi. Le ministre de l'Industrie, Marcel Ilunga-Leou, a félicité le FPI pour sa détermination à réaliser ce projet qui rentre dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement en RDC. La jeunesse étant l'avenir de demain. Pour devenir élite, elle doit recevoir une bonne formation dans un environnement décent. L'opportunité nous est ainsi offerte pour féliciter le conseil d'administration et la direction générale du FPI pour la détermination de réaliser les 13 projets du programme d'urgence du chef de l'État. Nous ne doutons pas un seul instant que la cérémonie de séjour n'est qu'un coup d'envoi de toute une série de projets que nous allons inaugurer les uns après les autres ici à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Les travaux portent sur la construction des 8 salles de classe de l'école primaire et son bâtiment administratif, la réhabilitation de 25 salles de classe du secondaire et bâtiment administratif, la construction d'une bibliothèque, de l'atelier de couture et de la salle informatique. Le bloc sanitaire et aménagement intérieur, les aires des jeux et parkings sont autant des travaux que devra effectuer l'entreprise de construction ETRAP. Construit en 1954, l'Institut Mokengeli de Lemba est l'une des 350 écoles de la communauté presbytérienne de la RDC. Le représentant de la dite communauté a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État et le FPI pour le choix porté sur leur école. La communauté presbytérienne de Kinshasa, avec ses 44 000 fidèles, 350 écoles, et 10 centres de santé affirment son indéfectible engagement pour soutenir les chefs de l'État dans le domaine de l'éducation, la santé, la consolidation de la paix, la réconciliation et la reconstruction nationale. Présent à cette cérémonie, le député national Jean Baudoué Mayo, l'élu du Moamba, qui s'est battu pour la concrétisation de ce projet. En tant qu'élu de Moamba, nous allons continuer ces efforts-là. Je ne voudrais pas que ça s'arrête ici. Bien sûr, charité bien ordonnée commence par soi. Je commençais par mon école, parce que j'ai fait ma première année primaire ici dans cette école. Je voudrais remercier le président du conseil d'administration du FPI ainsi que le délégué général de cet établissement public pour l'exécution rapide du programme du chef de l'État. Les élèves de cet institut bénéficiaires de ce projet ont exprimé leur satisfaction. Ouais, je suis très content et très heureux de voir le président de la République, chef de l'État, dans son programme d'urgence de 100 premiers jours, d'avoir y pensé aussi dans notre école, qui est l'Institut Mokengeli de Lemba, pour la reconstruction et la réhabilitation. Vraiment, l'école était dans un état de délabrement. Le président a reconnu notre école. Je dis merci au président de la République, Fatih, coup de chapeau. Je dirais merci d'abord à Mayo parce qu'il nous avait promis qu'il va retourner encore à Mokengeli pour venir rétablir cette école. Je lui dis merci parce qu'il était encore élu. Il nous avait dit quand il va être élu,
il va venir encore rétablir cette école. C'est pour cela qu'on lui dit merci encore une fois. Paris gagné pour le Fonds de promotion de l'industrie qui remplit son autre rôle, celui d'apporter des subventions pour l'exécution de projets de développement à travers l'ensemble de la République. Restons encore au Fonds de promotion de l'industrie qui vient de confier au Service national de l'hydraulique, une structure au sein du ministère du Développement rural, les travaux de construction de systèmes d'approvisionnement d'eau potable dans les villes de Mbujimayi et Kananga. Ce projet s'inscrit également dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. La signature de la convention de subvention entre le directeur général du FPI et le secrétaire général du ministère du Développement rural est intervenue jeudi 11 avril 2019 au siège même de cet établissement public. Reportage Michel Wangi Lokwa et Étienne Abenga Kumba Chuma. Il s'agira de la construction de 7 systèmes d'approvisionnement d'eau potable avec de mini-réseaux dans la périphérie de Mbujimayi et Kananga pour un coût contractuel d'1,65 million américains vantillé comme suit. 750 000 $ pour l'approvisionnement d'eau à Kananga, 300 000 $ américains pour Mbujimayi et 30 000 $ pour la supervision des travaux du système d'approvisionnement d'eau sur le site de l'Unikin. La signature de la convention a été faite entre le DG du FPI, Patrice Kitebi, et le secrétaire général du ministère du Développement rural, Georges Kochi. Le patron du FPI a insisté sur la qualité des ouvrages à réaliser dans les délais les plus courts possibles. On a tenu compte évidemment de vos capacités techniques, de vos capacités financières, mais aussi de vos capacités organisationnelles. Nous ne doutons pas que vous mettrez en place les équipes nécessaires dans les délais les plus brefs possibles. Comme vous le savez, c'est un programme de 100 jours. On attend que d'ici là, nous puissions assister à l'eau qui coule des robinets et une vie qui se facilite pour les femmes, pour les enfants qui font parfois des parcours de combattants pour pouvoir accéder à l'eau potable. Ce programme est très important, il tient à cœur au chef de l'État et donc nous espérons que vous allez nous produire un ouvrage de meilleure qualité dans les meilleurs délais au coût que nous avons convenu ensemble, aussi bien à Kananga qu'à Mbujimayi. Le secrétaire général au développement rural s'est engagé au nom du service national de l'hydraulique rurale de conduire les travaux dans les normes. Il a donné un chronogramme précis du déroulement des ouvrages. Je crois que Kananga, aucun problème pour les 100 jours. Déjà, demain lundi, les équipes vont se déplacer sur le terrain. Nous avons la chance que les équipements sont sur le terrain, c'est-à-dire que les machines de forage sont déjà sur le terrain. Il sera question tout simplement d'acheminer tout ce qui est matériel et matériaux sur le terrain. Nous les ferons par avion et par véhicule, parce que nous allons louer les grands véhicules ici. En ce qui concerne Kananga, c'est proche. Et comme on a la route, elle est fréquentable jusqu'à Bachamba déjà, donc ça nous facilite les transports par route. Pour Mbujimayi, essentiellement, les équipements vont aller par avion. Donc acheter à Kinshasa et acheminé par avion avec notre partenaire qui est Service Air. Des chèques ont été remis sur place au titre de la compte pour le début des travaux. Le service national de l'hydraulique rurale compte achever ces chantiers 100 jours à dater de cette signature avec le FPI. La femme du FPI s'inscrit pour promouvoir la paix, la sécurité et le genre par l'accès aux services publics de qualité en soutenant le programme de l'institution FPI pour une participation active à la mobilisation de la taxe pour mieux financer les projets. C'est le thème autour duquel les femmes de cet établissement public se sont réunies le vendredi 12 avril dernier au Cercle Elaïs dans la commune de La Gombe. Elles ont réfléchi et échangé les idées sur les mécanismes efficaces pouvant régénérer la mobilisation de la taxe qui est la source principale des recettes de l'institution FPI. Plus de détails dans ce reportage de Geneviève Mizegele Katengesia sur les images de Fanfan Makitou Doma. C'est ici, dans cette salle, où s'est organisée la journée de réflexion de femmes du FPI. Ces dernières cherchent à améliorer les conditions de travail de leur entreprise. Elles se sont réunies pour partager leurs expériences et connaissances qui peuvent susciter en elles une mobilisation
optimale de la taxe de promotion de l'industrie TPI. Il s'agit d'un nouvel état d'esprit pour les fonds de promotion de l'industrie où chaque femme devra s'impliquer afin que sous le leadership de l'équipe dirigeante, que l'établissement public atteigne l'objectif principal que les législateurs congolais lui a assigné, à savoir financer les projets à caractère industriel. Au FPI, nous avons un nouveau credo, mobiliser plus pour financer mieux. Il était important que la femme du FPI s'imprègne de cet esprit, que la femme du FPI puisse comprendre pourquoi on doit plus mobiliser et comment on doit affecter l'argent mobilisé. C'est ça le deuxième volet de notre credo qui dit financer mieux. Je dis à toutes les femmes du FPI en particulier, mais à toutes les femmes en général, que la parité que nous cherchons doit être une parité qualitative et non quantitative. Partant d'une parité qualitative, je veux dire, nous devons apprendre, nous devons être compétentes. Pour certaines participantes à cette activité, la tenue de cette journée a été l'occasion de s'imprégner davantage de méthodes pour bien mobiliser la TPI, qui est la source principale des recettes de l'entreprise. Et donc le directeur général du FPI nous a sensibilisés à être beaucoup plus actifs. En effet, il y a 30% de femmes au FPI. Et 30% c'est déjà beaucoup, on peut faire beaucoup. Les femmes peuvent faire beaucoup, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour nous-mêmes. Et voilà, c'est un peu sur tout ça qu'a tourné notre conversation. On a parlé de ce que l'entreprise peut faire pour nous, ce que nous pouvons faire pour l'entreprise, comment améliorer nos conditions de vie en tant que femmes au FPI, en tant qu'agents tout simplement, parce qu'on a beau être des femmes, on est des agents au même titre que les hommes. Donc voilà, on doit avoir les mêmes avantages, le même travail. On ne doit pas être discriminé parce que nous sommes des femmes et c'est un peu autour de tout ça qu'a apporté notre réflexion. J'ai retenu beaucoup parce que ce sont des choses que le DG rappelle tout le temps. Il a beaucoup insisté sur la participation de la femme, que la femme de fait soit active, active dans tout ce qu'elle fait, active dans tout ce qu'elle entreprend, qu'elle soit réaliste dans ce qu'elle fait. Donc la femme du FPI doit aimer son entreprise, doit s'intégrer, doit connaître son entreprise et surtout ça, connaître son entreprise, aimer son entreprise. Parce que connaître son entreprise, c'est aller au-delà de ce qu'on nous demande, aller au-delà des limites qu'on nous a fixées, des targets qu'on nous a donnés. C'est par la prise des photos des familles et la remise des cadeaux à chacune que les femmes du FPI ont clôturé cette journée de réflexion. Restons encore avec les femmes après Kinshasa, Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. C'est au tour de la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, de recevoir la visite de la présidente nationale de l'unité genre de la DGDA, Pierrette Mbombo Moukadi, également directrice de la brigade douanière et lutte contre la fraude. Elle a profité de son séjour matadien pour clôturer les activités relatives au mois de la femme dans cette partie du territoire national. Compte rendu de nos envoyés spéciaux, Rosette Mamba, Ndori Poloto et Céline Bumba. Angelani. C'est dans la salle de conférence de l'hôtel Lédia qu'a eu lieu cette cérémonie à laquelle ont participé de nombreuses douanières de la province du Congo central. À la tribune, l'invité de marque, la présidente nationale de l'unité genre qui a fait les déplacements de Kinshasa pour participer à cette manifestation dont le point culminant est sans nul doute l'installation officielle de membres du comité unité genre Congo central dirigé par Nicole Nzumba. La présidente de l'unité genre Congo central a expliqué l'essence des thèmes mis en exergue cette année, tant sur le plan national qu'international, avant d'inviter les douanières à participer activement à la maximisation de recettes de l'État et à demeurer des modèles d'éthique. La femme étant une valeur sûre, sa présence à côté de l'homme dans le milieu du travail, devons nous préciser, doit être l'expression d'une garantie de réussite de l'action sociale et de la prise en compte de la dimension humaine.
Quant au président de la délégation syndicale, il a relevé que la parité est une réalité vivace au sein de leur structure, car il y a 2 hommes et 2 femmes qui président à la destinée de cette délégation syndicale. L'autre discours est celui du directeur provincial de la DGDA Congo Central qui a assuré les femmes de son soutien inconditionnel avant de leur demander de prendre pour modèle la présidente nationale de l'unité genre, seule directrice à l'heure actuelle à la DGDA. Nous vous encourageons, dames, à toujours rechercher la perfection en renforçant vos capacités chaque fois que l'occasion se présente. L'exemple de la grande dame qui est devant vous, la présidente de l'unité genre nationale, est si éloquent parce que c'est une femme qui s'est distinguée. Puisqu'elle avait mission de déclarer closes les activités en rapport avec le mois de la femme, le mois de mars, elle a été la dernière à prendre la parole. Elle a à cette occasion rappelé les sens qu'il faut donner aux thèmes national et international, des thèmes, selon elle, qui devraient inciter les femmes douanières à réfléchir sur leur contribution à l'édification d'une société où l'homme et la femme vivent en harmonie. Rappelons les termes de l'article 14 de la Constitution qui consacre la parité. Elle a assuré l'assistance que désormais, à en croire la promesse faite par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, lors de son investiture, les femmes seront prises en compte dans les mises en place à différents niveaux. Enfin, Pierrette Mbombo Moukadi a loué les efforts du DG Deo Rugwiza pour la promotion des femmes douanières et les crédits qu'il leur accorde, partant de leur attachement aux vertus et aux valeurs républicaines. À l'issue de cette cérémonie, elle s'est exprimée en ces termes. Nous avons commencé les manifestations le 8 mars. Il y a eu au calendrier beaucoup d'autres activités qui avaient été prévues. L'occasion faisant de la ronde, nous nous sommes retrouvés au Nord Kivu. On a clôturé le mois de la femme d'abord à Kinshasa. Nous sommes allés au Nord Kivu, on a clôturé. Et ici, nous sommes venus en fait pour une mission de service et nous nous sommes dit, puisque nous sommes là, pourquoi pas clôturer aussi au niveau du Congo central. C'est ce qu'on a fait puisqu'on avait comme devoir de pouvoir exhorter les femmes par rapport aux thèmes qui ont été mis sur place sur le plan national et international et puis à rappeler et exhorter les femmes au travail bien fait, à la moralisation dans le milieu professionnel, afin que, comme vous le savez, nous sommes les leviers actifs de mobilisation de recettes, afin de donner au gouvernement le moyen de sa politique. Et nous avons trouvé utile d'exhorter les femmes à bien travailler pour maximiser les recettes pour le compte de l'État congolais. Le mois de mars est certes terminé, mais l'engagement du point focal genre de la DGDA et présidente nationale de toutes les douanières restera intact tout au long de l'année 2019 quant à l'épanouissement des femmes de la douane congolaise. Toujours dans le cadre de la clôture du mois dédié à la femme, les unités genre de la Direction générale des douanes et accises ont organisé plusieurs conférences sur l'ensemble du territoire national. Je vous convie à écouter les réactions de quelques points focaux genre des différentes directions provinciales de la douane congolaise. Nous venons de sensibiliser la femme et nous avons tiré notre inspiration des sujets qui ont été retenus cette année. Et c'est dans ces sujets, nous avons vu que la femme joue un rôle pour que la société puisse se développer. La journée internationale de la femme, la journée internationale de la femme comme journée d'anniversaire de la femme célébrée chaque année, ne doit pas seulement se borner, se limiter qu'à une occasion de devoir exiger de se vêtir en pagne. Aujourd'hui, les femmes de la DGD, de l'unité genre DGDA Katanga sont réunies à l'invitation de la division du ministère du genre pour une marche pacifique. Ce dernier verbe du thème principal me permet de clore mon propos en militant pour que les femmes douanières ainsi que les douaniers puissent dorénavant concentrer leurs efforts, ainsi que nous inviter sûrs à garder la tête haute en dépit des difficultés que nous rencontrons dans cette province.
Le train de la libéralisation du secteur des assurances en RDC a déjà quitté la gare avec l'octroi d'agréments et autorisations à 6 sociétés d'assurance. Et cela s'est fait sous la houlette de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. Voici donc sa carte postale. C'est ici, précisément sur l'avenue Pumbu, commune de la Gombe, qu'est installé le siège de l'ARCA, l'autorité de régulation et contrôle des assurances, un organe né après la promulgation de la loi numéro 15/005/2015 portant code des assurances et institué à travers le décret numéro 001/16 du 26 janvier 2016 consacrant ainsi la libéralisation du secteur des assurances après plus de 50 ans de monopole. Ces bâtiments, en parfait état, reflètent ainsi l'ordre et l'organisation que cet organe de régulation veut imprimer dans ce processus de libéralisation du secteur des assurances. Dans ces bâtiments émerge aussi un personnel jeune issu d'une sélection minutieuse. Des jeunes dotés d'une expérience significative dans divers domaines, notamment l'audit, l'informatique, la gestion financière, le marketing, le droit et les assurances, domaine de prédilection de l'ARCA. L'ARCA compte à ce jour un actuaire congolais ayant travaillé durant de nombreuses années au Canada. Toutes ces compétences recrutées tant localement que sur les marchés internationaux bénéficient également de formations assurées par des experts locaux et internationaux issus des institutions telles que le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC, de la Banque mondiale et d'autres organes de pays frères, en particulier l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale du Maroc, ACAPS. C'est justement pour profiter de l'expérience de ces organes de régulation qui ont déjà fait du chemin que l'ARCA a conclu plusieurs accords de partenariat avec certains d'entre eux. C'est dans cette optique que ARCA est membre de plusieurs associations d'obédience africaines et internationales, notamment l'Association internationale de contrôleurs des assurances. Après des débuts difficiles, comme il est souvent le cas dans toute activité humaine, l'ARCA façonne son nouveau visage, un an après des changements qui y sont intervenus. Des changements qui ont porté à la tête de cette structure Alain Kanindangalula comme directeur général ad interim. L'ARCA est un établissement public à caractère technique qui a pour mission de piloter la libéralisation du secteur des assurances. À travers cette libéralisation, le chef de l'État a voulu répondre aux besoins de nos populations, assurer une meilleure inclusivité financière, mais surtout permettre à notre pays de mobiliser les sources de financement à travers la rétention des primes dans notre pays auprès des différentes sociétés d'assurance. Notre mission se décline en ces deux pans principaux. La régulation, nous mettons un cadre réglementaire pour fixer les normes de fonctionnement, pour fixer les conditions d'agrément, pour fixer les conditions de retrait d'agrément. C'est nous qui régulons et qui contrôlons vis-à-vis des différents opérateurs. Aucun opérateur ne peut opérer en RDC, dans le secteur des assurances, s'il n'a ni l'agrément ni l'autorisation de l'ARCA. Donc c'est l'autorité qui est unique et qui doit mener ses missions et qui va mener ses missions. Et l'autre aspect, c'est celui du contrôle. Une fois que ces acteurs ont reçu leur autorisation ou leur agrément, alors ils entrent dans un cycle de contrôle permanent que l'ARCA mène. Parce que nous devons suivre ces sociétés qui vont détenir l'épargne de la population. Donc nous devons les contrôler en permanence pour nous assurer qu'elles fonctionnent selon les normes prudentielles et qu'il n'y a pas de risque que les populations se plaignent de ne pas recevoir les services qu'ils attendent des sociétés d'assurance. Assurément, la libéralisation du secteur des assurances est en marche en République démocratique du Congo. Les premiers dossiers de demande d'agrément de ceux qui seront désormais les acteurs de ces secteurs sont en cours de traitement par les experts de l'ARCA conformément aux exigences du Code des assurances. Quant à l'assureur historique, la Société nationale d'assurance, elle est en plein processus de mise en conformité. Petit à petit, lentement mais sûrement, l'ARCA conduit de main de maître
cette réforme importante pour le développement de la République démocratique du Congo. Pour travailler et mettre en place une société d'assurance, c'est un secteur qui est sensible parce que nous parlons d'un secteur financier. Le capital minimum exigé aux sociétés qui veulent œuvrer comme société d'assurance est de 10 millions de dollars. Donc ça doit être des structures qui ont les capacités financières, mais qui doivent être également sérieuses. Donc aujourd'hui, nous avons suffisamment de dossiers que nous avons reçus, que nous analysons, avec des acteurs panafricains. Nous avons des acteurs internationaux qui s'intéressent et qui veulent venir également sur notre marché. Nous avons également des acteurs locaux qui s'intéressent aussi. Donc tous ces dossiers sont actuellement en cours d'analyse et nous pourrions effectivement nous prononcer dans les jours qui viennent. Avec les nouveaux acteurs qui arrivent, d'abord il y a la diversité en termes d'offres de produits. Des sociétés qui ont une renommée, qui ont un sérieux qui est établi, ce sont ces sociétés-là qui pourront offrir des produits effectifs et des produits réels pour la population et pour les assurés. Nous, notre mission, justement, c'est de veiller à la protection des assurés. Notre mission, c'est de contrôler les différentes sociétés d'assurance et celle qui fonctionnera en dehors des normes, qui ne rencontre pas la protection des assurés que nous devons faire, c'est une société qui se verra interdite d'opérer sur le marché. Donc l'ARCA joue vraiment le rôle non seulement d'arbitre de jeu pour les différentes sociétés qui opèrent, mais également elle est là pour protéger les assurés. Avec une équipe managériale forte, un personnel formé, l'autorité de régulation et contrôle des assurances, ARCA, est aujourd'hui opérationnelle et les marchés des assurances véritablement ouverts. Faisons un tour d'horizon des principaux grands marchés de Kinshasa pour connaître les tendances du coût de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 13 avril 2019. Si les prix de certains produits ont connu une hausse, d'autres par contre sont restés stables sur les marchés quinois. Concernant les maniocs, les prix d'un écolo, des foufous qui coûtaient 800 francs congolais il y a de cela une semaine, se négocient actuellement à 1000 francs congolais, soit 200 francs congolais de plus au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, le produit a maintenu son prix de la semaine passée à 1200 francs congolais. Au marché Ziguida, il se vend à 1000 francs congolais, même prix que la semaine d'avant. Au marché Gambela, il se négocie à 900 francs congolais. Concernant le poulet, le prix d'un carton poids 13 est resté stable d'une semaine à l'autre à 48 500 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, il est passé de 48 500 francs congolais à 49 500 francs congolais, soit 1000 francs congolais de hausse. Au marché Ziguida, pour obtenir un carton de poulet poids 13, il faut débourser 49 000 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, le produit a connu une hausse passant de 48 500 francs congolais à 48 800 francs congolais, soit une augmentation de 300 francs congolais. Cette hausse du prix des poulets est due par sa rareté sur les marchés quinois. Du côté du riz, le prix d'un sac de 25 kg coûte 33 250 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, il se vend à 33 400 francs congolais, soit 300 francs congolais de plus qu'une semaine auparavant. Au marché Ziguida, les mêmes sacs du riz de 25 kg se vendent à 33 700 francs congolais et stabilité du prix au marché Gambela où le produit a maintenu son prix de la semaine passée à 33 600 francs congolais. Pour le sucre, un sachet de 5 kg se vend à 6 200 francs congolais au marché de la Liberté, 6 300 francs congolais au marché central, 6 500 francs congolais au marché Ziguida et 6 400 francs congolais au marché Gambela. Abondance des haricots sur les marchés quinois. Un bol appelé communément Bundeli qui coûtait 2000 francs congolais se vend actuellement à 1700 francs congolais, soit 300 francs congolais de moins au marché de la Liberté. Au marché central, il coûte 1600 francs congolais alors qu'il s'est vendu à 2200 francs congolais la semaine qui vient de se terminer. Au marché Ziguida, le produit a maintenu une baisse, passant de 1800 francs congolais à 1500 francs congolais et baisse également au marché Gambela où le produit est passé de 2000 francs congolais à 1700 francs congolais. Cette baisse du prix des haricots est due à son abondance sur les marchés quinois. Telles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires collectées du lundi 8 au samedi 13 avril 2019 sur le marché de Kinshasa.
Voilà qui nous amène également à jeter un regard sur l'indice de l'inflation hebdomadaire publié par l'Institut national de la statistique INES de la semaine du lundi 8 au samedi 13 avril 2019 dans ce rendu de Jean-Louis Miasekwama Lubaki. Les chiffres des taux d'inflation de la semaine du 8 au 13 avril 2019 selon l'Institut national de la statistique sont les suivants. Pour la semaine du 8 au 13 avril 2019, le taux d'inflation est de 0,102% au niveau national et de 0,96% à Kinshasa. Le taux d'inflation en cumul est de 1,155% au niveau national et de 1,251% à Kinshasa. À ce rythme de la formation des prix, le taux d'inflation projeté au 31 décembre 2019, ou taux d'inflation annualisé, sera de 4,060% au niveau national et de 4,404% à Kinshasa. De la même période de l'année dernière, en 2018, à cette semaine du 13 avril 2019, le taux d'inflation en glissement annuel est de 5,74% au niveau national et de 4,299% à Kinshasa. Cette inflation de la semaine du 8 au 13 avril 2019 est causée principalement par la hausse des prix des articles d'ameublement, des combustibles, des céréales et des légumes. Et puis sur le marché d'échange, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 12 avril 2019 un dollar américain à 1639,99 francs congolais, un euro à 1849,95 francs congolais et un franc CFA à 2,82 francs congolais. Au samedi 13 avril 2019, au parallèle, le taux était à 1640 francs congolais, le dollar américain dans la majorité de communes de Kinshasa est à 1660 francs congolais, le dollar au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international de Njili, le taux est à 1600 francs congolais, le dollar américain, 1650 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. Nous sommes à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Le dollar américain s'est négocié à 1630 francs congolais. À Kindu, dans la province du Maniema, il s'est changé à 1650 francs congolais. Pareil à Kisangani, dans la Chopo, et au nord Kivu, dans la ville de Beni. Mêmement à Bandundu-ville, dans la province du Kwilu. À Bukavu, dans le sud Kivu, le roi dollar valait 1660 francs congolais. À Matadi, dans le Congo central, le billet vert s'est négocié à 1664 francs congolais, 1600 francs congolais à Bwende, dans la Chouapa. Enfin, le pic du taux de change a été constaté à Kolwezi, dans le Lualaba, où un dollar américain s'obtenait à 1680 francs congolais. On prend à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 13 avril 2019. Bonne nouvelle pour le cours du pétrole qui a bouclé la semaine ouverte. À Londres, le baril de l'or noir a valu 71,55 $ américains avec une augmentation évaluée à 0,80%. Et à New York, il y a eu hausse de 0,14%. Le baril a coûté 63,81 $. Baisse du prix de la tonne métrique du cuivre de 1,32%, se négociant à 6 390,50 $. Par contre, le cours du cobalt a clôturé la semaine en hausse de 4,55%. La tonne s'est négociée à 34 500. Plus 0,05% pour le cours de l'once d'or négocié à 1290,60 $. Côté principaux produits céréaliers, la tonne de maïs a valu 361 $ avec une baisse de 0,35%. Hausse du cours des riz de 2,20%, négocié à 10,46 $. Et le blé a terminé aussi
La semaine au vert en se négociant à 464 $ la tonne, soit une hausse de 1,31%. Moins 4,08% pour le cours du café négocié à 90 $. Moins 0,78% pour le cours du cacao qui s'est négocié à 2424 $ et plus 0,63% pour le cours du coton négocié à 78 $. Le tout au deuxième fixing du samedi 13 avril 2019. Merci à toute l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de cette édition du magazine Fiscalité et Développement. Merci surtout à vous, nos chers et fidèles téléspectateurs, pour votre aimable attention.